Bonjour et bienvenue dans cette formation de l'introduction au logiciel GeoVia sur PAC. Et dans cette nouvelle leçon, nous allons voir les différentes étapes que l'on parcourt dans la réalisation d'un projet avec SurPack. Il est fortement demandé, lorsque vous apprenez SurPack, d'avoir en vue la procédure de réalisation d'une tâche avant de devoir faire cette formation. Ça vous permettra d'évoluer rapidement et d'être guidé par voilà, un plan mental. Alors, voilà pourquoi dans cette leçon introductive, nous allons commencer par vous donner ces schémas qu'il faut parcourir pour, bien sûr, chaque projet que vous réalisez dans Surpack. Avant tout, il y a quelques préalables que nous aimerions vous présenter pour mieux apprendre sur Pack. En fait, sur Pack, c'est un logiciel à la fois puissant et sophistiqué et il est facile de se décourager lorsque vous apprenez ces logiciels si vous n'avez pas bien acquis des lignes directrices. Voilà quelques préalables que nous vous recommandons afin de mieux parfaire votre projet d'apprentissage de Surpack. Il faut notamment disposer d'un ordinateur personnel sur lequel est installé le logiciel Surpack et est activé. N'utilisez pas voilà, un logiciel qui n'est pas activé, sinon vous ne pourrez pas avoir la possibilité de pratiquer certaines leçons avec ces logiciels. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Ayez bien votre propre logiciel à installer sur votre ordinateur et bien sûr, ayez bien votre propre ordinateur parce que vous devez pratiquer de temps en temps. C'est ça même qui vous permettra de maîtriser ces logiciels. Et la deuxième recommandation que je vous donnerai, c'est d'avoir des données de forage sur lesquelles faire la pratique. En fait, Surpack, c'est un logiciel qui, lors de l'apprentissage, nécessite que vous puissiez pratiquer vous-même. Vous pouvez sembler avoir compris une notion ou sembler avoir appris la réalisation d'une tâche, mais si ça demeure théorique, sachez que vous aurez vraiment des grandes surprises dès que vous vous mettrez à la pratique. Donc, il vaut mieux pratiquer quand vous serez en train d'apprendre et que vous ayez aussi le temps de pratiquer quand vous serez seul pour vous rassurer que vous avez bien assimilé les notions que vous avez apprises. Alors, cette base de données de forage que vous avez, pensez bien à les arranger selon la logique des Surpack parce que Surpack a sa logique. En tant que, par exemple, logiciel développé par des anglo-saxons, vous trouverez par exemple que là où les francophones utilisent virgule, Surpack lui voudrait que ce soit point. Là où nous utilisons le point Surpack voudrait que ce soit point virgule. Et donc, ça, ce sont certains éléments qui doivent vous guider et que vous devez asseoir avant de commencer la formation en Surpack. Et c'est très important parce que vous pouvez avoir un ordinateur que vous avez payé ou fait un investissement justement pour cette formation. Vous pouvez avoir fait des investissements pour chercher le logiciel, l'installer et l'activer. Mais si vous avez des données qui ne sont pas arrangées selon la logique sur PAC, ça veut dire que vous ne pourrez pas progresser avec votre formation. La troisième recommandation que je vous donnerai, c'est celle d'avoir une vue schématique des procédures à réaliser avec Surpack. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à l'introduction de cette leçon. Donc, vous devez savoir que lorsque vous faites un projet de modélisation géologique, par exemple, quelles sont les différentes étapes qui vont être parcourues, quels sont les différents éléments, quels sont les différents fichiers que vous allez créer ou que vous devez avoir. Alors, ensuite, le quatrième conseil que je vous donnerai, c'est de pratiquer ces notions selon l'ordre hiérarchique. Donc, vous verrez que, par exemple, dans Surpack, avant d'arriver à créer, comment dire,
mine à ciel ouvert ou ce qu'on appelle pit design, vous devez avoir fait un certain nombre d'éléments, vous devez avoir parcouru un certain nombre, donc certaines étapes et ces étapes-là se suivent, notamment la création de la base des données. Vous ne pouvez pas créer un solide model, par exemple, si vous n'avez pas encore créé la base des données. Donc, vous ne pouvez pas faire la digitalisation si vous n'avez pas encore affiché les forages. Donc, cela se suit, mais il peut y arriver que, voilà, lors de votre formation, vous êtes intéressé particulièrement par la création de la mine à ciel ouvert et que, voilà, vous pouvez utiliser les données d'une autre personne pour directement passer à cette étape. Je vous les déconseille. Pensez bien, gardez votre patience et apprendre les leçons telles que c'est planifié hiérarchiquement. Voilà. Alors, disons, cinquième recommandation que je vous donnerai, c'est de ne pas se décourager lorsque vous êtes bloqué. Voilà. Alors, avec Sopac, c'est un peu comme avec toutes les disciplines informatiques. Lorsque vous êtes bloqué, pensez à faire une pause, baladez-vous, faites bien sûr d'autres activités qui n'ont rien à voir avec Sopac. Vous verrez que votre mental, votre cerveau sera en mode pensif et à un moment donné, vous pouvez avoir une lueur d'éclair dans votre cerveau et lorsque vous revenez sur le logiciel, après un certain temps, vous serez, euh, comment dire, non dépressif et vous pourrez bien réaliser la tâche en question. Et si ça ne va toujours pas, veuillez bien chercher un accompagnateur, disais-je, ou votre formateur pour essayer de décanter votre problème. Et ensuite, la dernière recommandation que je vous donnerai, c'est de bien enregistrer vos fichiers ou vos dossiers. En fait, dans la plupart des cas, lorsque les gens travaillent avec Surpa, comme il y a vraiment assez de fichiers à enregistrer, les gens commencent à donner des noms vague, ce qui n'est pas bien. Donc, lorsque vous travaillez avec Surpa, selon les projets, selon la hiérarchie, pensez à donner des noms pour lesquels vous allez vous souvenir et des noms qui sont intrinsèques au projet que vous êtes en train de travailler, qui prennent en compte vos initiaux, qui prennent en compte les initiaux du secteur d'études, pourquoi pas, qui prennent en compte l'étape ou voilà la date de travail. Voilà quelques conseils que je pourrais vous donner pour mieux comment dire, parfaire votre projet de formation sur PAC. Maintenant, nous pouvons passer aux différentes étapes que vous allez parcourir selon les projets. Et nous allons commencer avec le premier projet. Pour cela, je vais tout simplement vous remémorer les différents projets que vous pouvez faire avec SurPac. Vous pouvez faire un projet de cartographie numérique et là, tout simplement, vous aurez à importer des coordonnées XY dans un fichier topo Excel que vous pouvez bien sûr charger sur SurPac, afficher sous forme de points, générer les courbes des niveaux, générer des surfaces et générer des surfaces isoténaires, mais encore afficher cette surface en 3 dimensions. Vous pouvez faire un projet de modélisation géologique 3D et là, vous allez tout simplement créer voilà, une géométrie d'un gisement sur base de données de forage que vous aurez acquis sur terrain. Soit vous pouvez faire l'estimation des ressources, ça veut dire à partir de la base des données, vous pouvez lancer des estimateurs selon, bien sûr, les méthodes que vous allez vous choisir, peu importe que ce soit la méthode de l'inverse des distances, la méthode de plus proche voisin, vous pouvez lancer un estimateur pour déterminer la teneur moyenne de votre gisement, les tonnages et même le volume de celui-ci. Vous avez les projets d'analyse géostatistique qui sont destinés
à augmenter, bien sûr, la plus-value d'un gisement en faisant des analyses plus poussées pour diminuer les erreurs dans l'estimation. Vous avez les projets de design minier qui vous permettent de simuler une mine, que ce soit en ciel ouvert ou souterraine. Vous avez les projets d'exploitation minière ou appelés grosse DEMP. C'est un projet qui permet bien sûr de faire la planification des puits de forage destinés bien sûr comment dire aux explosifs qui doivent être insérés et faciliter l'excavation. Vous avez les projets de réhabilitation d'une mine qui servent à couvrir une mine après l'activité réalisée. Donc, ça fait beaucoup de projets, mais pour voilà, cette leçon, nous allons prendre quelques projets phares et nous allons vous donner les quelques étapes que vous pouvez parcourir lorsque vous travaillez avec les logiciels sur PAC. Alors, le premier projet que nous allons vous présenter, c'est le projet de modélisation 3D. Alors, lorsque vous faites un projet de modélisation 3D avec SurPack, sachez que vous serez peut-être appelé à, en premier lieu, créer une surface stratigraphique 3D, bien générer une surface topo. Voilà, parce que voilà, en général, une surface topo, vous saurez identifier les puits de forage que vous allez afficher par la suite, là où, bien sûr, elle se situe et les corroborer avec, bien sûr, la surface géomorphologique du terrain. Ensuite, deuxième étape très importante, c'est la constitution et la correction de la base de données. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez tout à fait avoir pris compte des préalables avant de faire cette formation, investi sur l'achat d'un ordinateur, investi sur l'acquisition du logiciel et son activation. Mais si les données que vous utilisez ne sont pas à corriger selon la logique sur PAC, donc vous ne pourrez pas progresser avec l'apprentissage de ces logiciels-là. Pour cela, vous devez vous assurer d'avoir d'abord acquis toutes les données nécessaires à l'évolution d'un projet sur PAC, ça veut dire les données de forage, et vous devez les avoir corrigées. Et ensuite, nous avons la troisième étape qui sera celle de créer une base de données sur SurPack. Et donc, vous devez avoir disposé des données de forage déjà dans Excel. Et ces données, vous allez les charger sur SurPack et créer une base de données. Ce n'est qu'après avoir créé une base de données que vous pouvez afficher à partir de ces données les forages afférentes et à faire des manipulations adéquates, comme vous pouvez le voir sur cette cinquième figure. Et ensuite, dès que les forages sont affichés, vous avez la possibilité de dresser des sections sur ces forages et les sections vont afficher, ou la section va afficher l'alignement des forages pour une partie donnée de l'espace et à partir de cet alignement bien connu, on peut faire la digitalisation qui nous permettra de dresser cette corde qui délimite, comme vous voyez, les différentes lithologies qui affleurent sur les forages. Et ensuite, lorsqu'on fait la digitalisation sur plusieurs sections comme ceci, on peut par la suite, comment dire, dresser un solide modèle. Voilà. Bien sûr, avant de dresser un solide modèle, vous devez avoir nettoyé les cordes générées par la digitalisation qu'on appelle string. Et à partir de ces strings nettoyés, on va dresser un solide modèle. Et après avoir dressé un solide modèle, on va les valider. OK? On va les valider. Et enfin, après la validation d'un solide modèle, on peut maintenant faire les calculs de volume. Donc, ces étapes sont hiérarchiques et vous devez aller étape par étape
surface d'abord, nettoyage de la base de données, création de la base de données, affichage des forages, manipulation sur les forages, création des sections, digitalisation, comment dire, nettoyage des strings générés par la digitalisation, la création d'un solid model, la validation du solid model et ensuite les calculs de volume. Donc, vous ne pouvez pas inverser, vous ne pouvez pas calculer un solid model, plutôt vous ne pouvez pas calculer le volume d'un solid model avant que vous n'ayez par exemple validé les solid models. Voilà donc un schéma mental que vous devez avoir lorsque vous faites un projet de modélisation 3D d'un corps minéralisé qu'on appelle autrement solid model. Alors, là, c'était pour un solid model, mais sachez que la modélisation n'intéresse pas qu'un corps minéralisé. La modélisation peut aussi intéresser un environnement géologique. Et donc, cette modélisation 3D devrait permettre de créer voilà, un modèle sur lequel on peut cerner les différentes lithologies qui affleurent dans ces domaines géologiques. Et quel est l'ordre à parcourir? D'abord, nous allons commencer par la création de la base de données. Et là, on suppose que ces données, vous les avez déjà acquises et que vous les avez déjà traitées et ordonnées selon la logique sur PAC. Et ensuite, vous avez la deuxième étape qui est celle d'afficher les forages par rapport à leur lithologie. Et ensuite, l'étape qui suit, vous pouvez maintenant créer des strings. Et là, les strings sont générés. C'est tout à fait différent du premier projet où nous avons digitalisé les strings. Ici, les strings sont tout simplement générés automatiquement. Et ces strings, vous allez les générer pour chaque couche. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette figure, il y a presque 3 couches pour ces projets. Et donc, vous allez générer 3 strings, les strings de la première couche, de la deuxième, de la troisième, ainsi de suite. Donc, et ces strings, vous allez les générer pour les toits et les murs de chaque couche. Donc, c'est ainsi que vous pouvez voir que à la troisième étape, nous avons remis tous les strings, bien sûr, de ces projets. Et une fois que vous avez créé les strings de chaque couche pour les toits et pour le mur, vous pouvez ainsi passer à la cinquième étape qui consiste à créer des surfaces. Et cette surface, vous allez les créer pour chaque voilà, couche, qu'il s'agisse des murs ou des toits, un peu comme vous pouvez le voir sur l'image à la sixième étape. Et à la septième étape, vous allez créer un bloc modèle et c'est à partir de ces blocs modèles qu'on va soumettre des contraintes qui nous permettront de cerner les différentes lithologies du domaine géologique pour lesquelles on est en train de faire la modélisation. Voilà donc quelques étapes voilà, que vous devez avoir en esprit lorsque vous faites un projet de modélisation géologique. Voilà, ensuite, à part les projets de modélisation géologique, vous avez aussi les projets d'estimation des ressources avec SURPAC. Ça veut dire que c'est dans ces projets que vous aurez la possibilité de déduire la teneur moyenne, comment dire, à part la teneur moyenne, vous avez les tonnages et les volumes. Et pour faire cela, vous allez commencer par créer une base de données, bien sûr, avant de l'avoir arrangée et, comment dire, corrigée. Ensuite, après la création de la base de données, vous allez créer un composite numérique qui est tout simplement un fichier qui est à réaliser selon la logique sur PAC en subdivisant tous les échantillons qui sont représentés sur le puits avec des valeurs respectives de façon régulière pour que toutes ces valeurs soient intégrées dans les calculs d'estimation qui sont tout à fait exigeantes, qui nécessitent que des valeurs soient connues
à quelques centimètres près et avec un espacement régulier. Alors, dès que vous créez votre composite, sachez que vous pouvez afficher les fourrages euh, par rapport à leur teneur métal. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire euh, par choix. Voilà. Et ensuite, mais le plus important, c'est évidemment de créer un composite. Alors, lorsque vous avez créé un composite, l'étape suivante, c'est celle de créer évidemment comment dire, un bloc modèle. Vous remarquerez qu'il s'agisse de projets de modélisation ou d'estimation, nous avons besoin de créer un bloc modèle parce qu'un bloc modèle va nous permettre d'insérer les contraintes des deux types. Ça peut être les contraintes du type lithologie où on va bien sûr contraindre les gisements en afficher que voilà la partie qui a été digitalisée ou soit les contraintes d'ordre numérique où on va contraindre les gisements à afficher que la partie selon une teneur de coupure qu'on se serait fixée. Donc, nous allons bel et bien créer un bloc modèle. Après avoir créé les blocs modèles, avant de passer à l'étape d'estimation, il faut créer l'attribut. L'attribut, en fait, c'est tout simplement euh, la valeur que nous allons utiliser pour, comment dire, appliquer l'estimation. Et donc, si vous avez un gisement de cuivre, l'attribut que vous allez créer, c'est l'attribut cuivre. Si vous avez des gisements de fer, l'attribut que vous allez créer, c'est l'attribut fer. Donc, l'estimation va dépendre de cet attribut que vous avez créé. Et vous comprenez donc que qu'on ne peut pas lancer l'estimation lorsque nous avons un attribut de type alphanumérique ou de type lithologique, qui est par exemple le nom d'une roche ou c'est pas moi l'altération de la roche. L'attribut pour lancer l'estimation doit être absolument un attribut numérique comme la teneur d'un métal ou c'est pas moi la densité d'une roche. Donc, dans ce cas précis de l'estimation, nous allons créer l'attribut métal qui est un numérique et ensuite seulement nous pouvons lancer l'estimation et cette estimation peut se faire selon diverses méthodes que vous aurez choisies. L'inverse des distances le plus proche voisin ou pourquoi pas les gradient si vous avez fait bien sûr des analyses chimiques avant. Et une fois que l'estimation est lancée, à ce moment-là, vous pouvez aussi créer l'attribut densité. Pourquoi créer l'attribut densité? Parce que par la suite, on doit déterminer le tonnage du gisement et on ne peut pas connaître le tonnage du gisement si le paramètre densité est inséré dans le bloc modèle. Donc, la prochaine étape, la cinquième, disais-je, consisterait à insérer l'attribut densité dans le bloc modèle. Et une fois que cet attribut est inséré, à ce moment-là, on peut appliquer des contraintes. Contraintes, par exemple, pour constraindre le bloc modèle en afficher que voilà la partie selon une teneur de coupure donnée. Et vous pouvez voir ici qu'on avait un grand bloc modèle, mais ce bloc modèle s'est réduit parce qu'on a fixé une teneur de coupure bien précise. Alors, une fois que la teneur de coupure est appliquée, nous pouvons colorer le bloc modèle par rapport à des teneurs et donc cela nous permettra de voir les différentes zones de minéralisation, celles à minéralisation élevée et celles à minéralisation faible. Et seulement après cette étape, on peut tout aussi demander les rapports d'estimation qui est la dernière étape dans ces projets. Voilà. Ensuite, nous allons passer dans un projet évidemment d'analyse géostatistique. Et dans ces projets, vous avez aussi différentes étapes à parcourir. L'étape de la création de la base de données, l'étape de la création des composites. Et ensuite, seulement à partir des composites, on peut appliquer cette fois-ci la teneur des coupures à partir des composites. Ça, c'est très important
parce qu'il y a aussi une discrétisation de l'information lorsqu'on applique uniquement la teneur des coupures à partir comment dire, des blocs modèles. Lorsqu'on applique la teneur des coupures à partir des composites, déjà on peut dresser les graphiques statistiques en tenant compte que, bien sûr, d'une, comment dire, euh, barre de teneur minérale qui sera euh, rentable lors de l'exploitation. Alors, c'est sur base du composite sur lequel on a appliqué la teneur des coupures qu'on va dresser les diagrammes histogrammes, qui est aussi un grand diagramme en analyse géostatistique parce que en analysant la forme de ce diagramme, on peut déceler des effets, notamment l'effet outside et l'effet bimodal qui permettent de corriger les données. Et ensuite, vous avez aussi, comment dire, un autre graphique très important qu'on élabore en géostatistique qui est bien sûr la création de qui est le variogramme. Le variogramme aussi, c'est un graphique qui va nous donner quelques éléments essentiels que nous allons utiliser par la suite lorsque nous allons lancer, comment dire, l'estimateur Quiggage. Et ensuite, seulement après avoir lancé l'estimateur Quiggage, vous pouvez appliquer vos contraintes, insérer, comment dire, la densité dans les blocs modèles et enfin demander l'estimation. Et cette estimation de teneur moyenne, tonnage et volume sera un peu plus précise par rapport à l'estimation par d'autres méthodes parce que celle-ci a bien sûr pris en compte l'analyse de l'histogramme et des variogrammes. Ensuite, vous avez finalement un projet de conception d'une mine. Et donc, vous devez savoir que pour construire une mine dans Surpack, il vaut mieux de partir d'un bloc modèle pour lequel on a déjà appliqué la teneur des coupures. Parce que si vous n'avez pas appliqué la teneur des coupures, vous pouvez créer une mine ou concevoir une mine en incluant d'autres blocs qui ne sont pas minéralisés. Alors, la première étape, c'est, comment dire, d'avoir déjà un bloc modèle sur lequel on a appliqué la teneur des coupures. Et ensuite, dès que vous avez un tel bloc modèle, vous allez générer les plans des niveaux. Donc, après avoir généré les plans des niveaux, vous pouvez maintenant constituer des contours sur ces plans des niveaux en commençant par, bien sûr, la base. Et sur cette base, vous allez insérer une rampe qui est tout simplement l'espace prévu sur laquelle les engins commenceraient à circuler pour excaver, remblayer, déblayer ou remblayer, bien sûr, les minéraux. Après cela seulement, vous pouvez cette fois-là, comme je dirais, ajouter d'autres paliers de la mine, outre que la base. Et ensuite, vous pouvez ajouter des gradins à ces paliers et aussi, une fois que vous êtes arrivé à créer toutes les gradins et les paliers sous forme de string, vous pouvez insérer la surface à cette mine et par la suite, vous aurez la possibilité même d'évaluer les volumes de la mine. C'est donc quelques éléments, quelques projets pour lesquels nous avons estimé vous proposer évidemment les étapes à parcourir. Et certainement, si vous nous avez suivis depuis le début, vous vous posez la question, mais comment être en mesure de faire tout ceci? Sachez que vous avez le besoin d'apprendre ces logiciels GeoVia sur Pack et nous vous avons amplement donné les raisons pour lesquelles. Et pour apprendre le logiciel GeoVia sur Pack, sachez que vous avez une belle opportunité avec la plateforme GeoGui. Nous avons évidemment des formations complètes sur ces logiciels et nos formations sont scindées en 3 modules. Le premier module s'intitule Modélisation géologique et donc avec vous, nous partirons des données que vous avez Excel, donc enregistrées en Excel jusqu'à l'élaboration des modèles géologiques, que ce soit
tout simplement un corps minéralisé ou un domaine géologique avec toutes ces lithologies. Et ces données, vous pouvez utiliser vos propres données ou nous pouvons disponibiliser nos données qui vous serviront de faire la pratique. Et vous avez aussi le deuxième module qui est intitulé Estimation des ressources. Et dans ces modules, une fois de plus, nous partons avec vous à partir des données des forages enregistrés en Excel jusqu'à l'estimation concrète de votre gisement. Et ensuite, nous avons, comment dire, le troisième module d'analyse géostatistique. Et dans ces modules, une fois de plus, nous allons faire des analyses statistiques qui vont permettre d'optimiser voilà, l'estimation de votre gisement. Et pour ce qui est de la conception des mines, dans chaque module, dans chacun de ces deux premiers modules, nous avons inséré voilà, ces leçons. Dans le module modélisation, nous avons une leçon sur la conception d'une mine et dans le module estimation, nous avons une autre leçon. Mais je vous conseillerais de plutôt concevoir une mine après avoir fait l'estimation, parce que dans les premiers modules, la mine est conçue à partir d'un solide modèle. Or, un solide modèle n'est pas optimisé pour simuler une mine qui est dans les parties où nous avons les blocs minéralisés d'intérêt économique. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette formation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le signaler. Sinon, nous vous attendons vivement à nos différentes formations sur PAC afin que vous puissiez prendre partie de ces différents avantages. Ciao, à bientôt.